En marge de la 42e conférence générale de l'UNESCO, la délégation permanente du Mali, en partenariat avec celle de la Côte d'Ivoire et de l'Angola, a initié une table ronde sur les enjeux et stratégies pour garantir une culture de la paix à l'heure des technologies de l'information et de la communication. Objectif recherché, se servir du numérique comme vecteur clé pour le vivre ensemble. Les réseaux sociaux ont contribué à changer le monde. Souvenons-nous que c'est par leur biais et celui d'un acte désespéré et isolé que le bouleversement du printemps arabe est advenu. Le tout numérique commande le monde, mais il doit se faire dans les règles et les limites qu'il convient de fixer pour éviter les dérives. Car le malheur peut vite venir d'une mauvaise publication, d'un post mensonger, d'un fake, comme on a l'habitude de l'entendre aujourd'hui. Les outils numériques peuvent exacerber et alimenter les conflits et les tensions. Il est évident que cela ne constitue pas leur objet fondamental ni aucunement leur raison d'être. Il s'agira alors, à travers cet espace de réflexion, de rappeler, de prouver avec évidence qu'ils peuvent, au contraire, aider à renforcer la résilience des sociétés face au contenu potentiellement néfaste en tenant compte de nos diversités culturelles. Les acteurs ou usagers des technologies étant les jeunes, il convient de garantir l'égal accès de tous à ces technologies dans le respect des droits humains, de l'éthique et de l'inclusion. Du moins, c'est ce que recommande l'UNESCO. Alors, l'accès à l'information et le contrôle de celle-ci offrent beaucoup de possibilités, de nouvelles possibilités pour résoudre d'anciens problèmes. Et bien évidemment, les champions, ce sont les jeunes. Et parmi les 1 milliard de jeunes dans le monde, les 3/4 sont des natifs du numérique. Ça, c'est quand même un chiffre assez impressionnant. Mais les technologies ne sont pas neutres, et ça, nous le savons tous. Elles sont influencées par les inégalités déjà présentes dans notre société, et ça, on l'a vu durant et après le Covid. Alors, selon vous, comment est-ce que nous allons faire pour relever ces défis? Nous devons garantir que toute la société bénéficie de manière égale des projets technologiques. Carrément tous les groupes d'intérêt, c'est très important. Et pour cela, nous devons bien évidemment collaborer toutes et tous ensemble sous la base du principe d'éthique, d'inclusion et de respect des droits humains. Utilisé à bon escient, l'outil technologique peut promouvoir la cohésion sociale et contribuer au rapprochement des peuples, témoigne l'ambassadrice de l'Angola. Internet et les télécommunications ont été des outils essentiels pour promouvoir la paix et résoudre les conflits dans le monde entier. Internet et les télécommunications ont également joué un rôle important dans la promotion de la paix, de la réconciliation dans les zones touchées par les conflits. Lorsqu'elle est utilisée correctement, la technologie peut être un outil puissant pour connecter les gens et promouvoir la tolérance, la compréhension et l'harmonie. L'humain étant la première problématique autour des outils de l'information et de la communication, le premier conférencier a axé son intervention sur la question de l'altérité, car, précise le professeur Maïga, l'humain n'envisage l'autre qu'à son image. C'est que l'être humain aime beaucoup l'autre à condition qu'il lui ressemble. La problématique de fond de cette question, c'est que la diversité qui tient tant à l'UNESCO est la question de fond, parce qu'elle n'est pas en place sur les réseaux sociaux. Les travaux que nous menons sur les réseaux sociaux montrent d'ailleurs que les gens s'inscrivent, parlent par affinité. Les groupes sont davantage ce que nous appelons grégaires que des groupes ouverts. C'est des grégaires dans le sens de des gens qui sont ensemble, qui se ressemblent, qui viennent des mêmes endroits, pensent et veulent penser de la même façon et veulent continuer de faire des réseaux sociaux les lieux de promotion de cette pensée plutôt que le lieu d'enrichissement, c'est-à-dire d'addition. Bon. Alors, du coup, les choses sont fourvoyées, sont dévoyées. Qu'est-ce qu'il faudrait faire et comment est-ce qu'il faudrait réfléchir cette affaire-là pour qu'on avance? La jeunesse est à la fois le problème et la solution. En tout cas, c'est ce que la Côte d'Ivoire semble avoir compris, d'où la mise en place de son programme de formation de la jeunesse pour freiner les dérives de l'usage des outils numériques. La Côte d'Ivoire, qui a fait l'expérience
de la guerre de 2002 à 2011 a compris qu'il faut donc éduquer sa jeunesse. Avec l'appui du bureau UNESCO, il y a eu des formations de blogueuses et de blogueurs pour aider à déconstruire les discours de haine qui se propagent sur les réseaux sociaux. Sur les discours de haine communautaire, parce que la Côte d'Ivoire est un pays d'accueil, une terre, donc on l'a dit, son hymne le dit, une terre d'espérance, un pays de la fraternité. Donc c'est une terre d'accueil où beaucoup d'Africains se retrouvent. Ça, et c'est l'un des rares pays où il y a plus de 22% d'étrangers. Et donc, il faut donc contrôler tout ça, il faut veiller sur tout cela à travers une bonne éducation aux médias. Et cela a été fait. Si l'identité est la clé de voûte de la problématique face au phénomène migratoire, comment construire une identité, s'interroge l'ambassadeur de France à l'UNESCO. C'est impossible, rétorque le professeur Maïga. Il n'y a jamais eu autant de vagues de migration dans le monde. Professeur, où sont maintenant les lieux d'appartenance dont vous parliez et comment se construit l'identité à partir de ce phénomène de déploiement dans le monde entier? Il n'est plus en vérité possible de reconnaître quelqu'un à partir de sa couleur, de ses formes extérieures, tant qu'on ne l'a pas rencontré à cause du fait qu'il y a une interpénétration du monde. Je l'appelle au-delà des frontières. Toutes les frontières sont débordées aujourd'hui. Ça, c'est un fait. Il n'est plus possible de voir un noir et de dire que c'est un Africain. Tout comme il n'est plus possible, et j'ai un exemple en tête, j'étais à l'aéroport de Paris, un homme caucasien s'est levé, une dame s'est levée, et puis le caucasien s'est assis à sa place, et puis les femmes de chez nous ont dit, mais ce gars-là, il vient se mettre à notre place et à côté de nous comme ça. Dans une des langues chez nous, ni toi, même breton, le blanc là nous embête. Et puis, les Touabouké, la série de blanc s'est levé, il a dit en bambara, hé, Yafama, pardonne-moi, je ne savais pas que c'était ta place, assieds-toi. Elles se sont levées, elles sont parties. Voilà ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Mais en aucune façon, cela doit nous faire perdre de vue qu'il n'est pas possible, je veux dire, une sagesse bambara, un sac vide ne tient pas debout. Cela ne doit pas nous faire perdre. Toutes les études que nous menons, si vous permettez, je vais juste préciser cette chose-là, parce qu'elle est grave. Parce que, par exemple, puisque vous parlez de la France, par exemple, ici, on pense, très sérieusement, pas que les chercheurs sont totalement aujourd'hui d'accord, le fait de croire qu'on peut prendre toutes les cultures et les mettre ensemble est une hérésie. On ne peut prendre une culture que lorsqu'on en a une. Ça s'appelle la théorie de l'addition. Il est donc important qu'on accepte la différence initiale de la culture qui permet aux autres cultures d'être intégrées dans le processus du sujet. La différence fondamentale qu'on fait entre les migrants première génération et les migrants deuxième génération, c'est ça. Les migrants de la première génération sont totalement capables de prendre tout du pays d'accueil ou de vivre complètement à l'extérieur du pays d'accueil sans poser de problème. Les enfants de migrants souffrent du fait de la non-transmission de cette identité-là, ce qui fait qu'ils deviennent ce que nous appelons, nous, des identités fragiles. Il y a un processus qu'on dit aujourd'hui, je le déteste moi, c'est ce qu'on appelle les cultures d'entre-deux. Ça n'existe pas. La recherche de la rareté et le recours aux racines culturelles semble être l'une des pistes privilégiées par cette intervenante, se fondant sur une expérience déjà éprouvée. Je travaille avec des artistes de toutes les générations, des très grands artistes de tous les pays d'ailleurs, et quand je m'adresse à des jeunes, donc ils sont encore en formation, donc c'est parfois des Coréens, des Japonais, des Marocains, enfin de tous les pays, des jeunes Américains. Je leur demande comment leurs racines se retrouvent dans la musique qu'ils écrivent. Souvent, ils calent. Enfin, même, franchement, 99% du temps, ils calent et ils ne s'attendent pas à cette question. Au contraire, ils veulent énormément ressembler à leur père, ils veulent ressembler au grand nom du métier, mais si on réfléchit bien, même les grands industriels, on s'appuie là-dessus. Ce qui cartonne en général, c'est la rareté. C'est ce qu'on n'a jamais vu. Et souvent, comment créer de la rareté? Parce que c'est ça la question qu'il faut se poser. On ne peut pas créer de la rareté en puisant dans ce qu'on a déjà vu et surtout dans le courant principal.
On doit en général chercher dans ses racines. Et si le facteur linguistique pouvait créer le soft power tant recherché, d'où l'idée ingénieuse de l'ambassadeur du Comore? Je voudrais qu'en tant qu'Africain, en tant qu'humain, en tant qu'Africain, nous nous posions la question de savoir ce que nos gouvernements mettent en place pour la valorisation de cette culture, notamment à l'ère de la mondialisation, et notamment à l'ère des réseaux sociaux. Parce que ce qui s'observe, c'est quoi, en un mot? C'est que, et le professeur en a parlé à juste titre, il y a ce qu'on appelle, qu'on connaît tous, le soft power. Quel est le soft power des pays africains aujourd'hui? Senghor parlait du rendez-vous, du donner et du recevoir. Qu'est-ce que culturellement, nous, en tant qu'Africains, nous apportons au monde dans ce rendez-vous du donner et du recevoir? Est-ce que vous ne pensez pas qu'à travers les réseaux sociaux, des langues s'imposent? En l'occurrence, nous sommes là en train de parler en français. Pourquoi pas demain, on parlait Swahili à l'UNESCO, parler mandingue ou bambara, enfin, c'est la même chose, vous me direz, mais pourquoi ne pas parler une langue africaine ici? Je plaiderai pour ce que moi j'appelle le SMIC, le savoir minimum indispensable à la conversation, à partir duquel les enfants du monde entier seraient formés, qu'il y a un socle commun de culture qui permettrait aux uns et aux autres de savoir qui est qui et avec qui on échange. Autrement, on continuera à se faire la guerre, parce que comme le dit si bien Voltaire dans Zadig, on ne peut aimer que ce que l'on connaît. Merci. Au terme de 2 heures d'échanges fructueux et inspirants, l'ambassadrice de Côte d'Ivoire a conclu la séance sur une note d'espoir. Ce que j'ai pu retenir très fort, la diversité ne doit pas se construire sur l'assimilation. Chacun porte son héritage, chacun construit son histoire. On est d'une histoire. On a mis l'accent sur l'importance de la pertinence identitaire. Donc le rôle des réseaux sociaux comme lieu d'expression majeure de l'humanité pour apporter une solution à la transmission de l'identité. La table ronde a pleinement atteint ses objectifs. Elle a permis d'ouvrir le débat sur les valeurs culturelles et sociales de tolérance en vue de garantir au peuple une cohabitation sans heurts majeurs dans un environnement mondial dominé par la surconsommation des techniques de l'information et de la communication.